Aujourd'hui, je vais vous partager 10 leçons en finance qui ont profondément changé ma vie et surtout ma manière de percevoir l'investissement. On ne va pas revenir ici sur des concepts basiques comme par exemple le fait de tenir un budget, de rembourser ses dettes, de faire jouer les intérêts composés, etc. etc. Tout ça, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, donc je vous invite plutôt à aller les regarder si jamais ce n'est pas déjà fait. Ici, je vais vraiment vous parler de déclics plus subtils, de choses qui m'ont vraiment marqué au fur et à mesure de mes lectures et de mon parcours. En bref, tout ce que j'ai appris depuis que je me suis vraiment lancée dans les investissements, donc c'est-à-dire en 2022. Et je pense que peu importe que vous soyez débutant ou que vous soyez un peu plus avancé dans votre parcours, ce genre de leçons seront soit une piqûre de rappel, soit potentiellement un nouveau regard sur votre stratégie d'investissement. Pour ceux qui me découvrent, déjà bienvenue à vous. J'ai 25 ans, j'ai un patrimoine financier d'à peu près 60 000 € et je suis propriétaire de 2 appartements. Donc comme vous le voyez, je suis loin d'être multimillionnaire, ça c'est sûr, mais je me suis quand même construit un petit patrimoine dont je suis assez fière et tout ça grâce à une gestion réfléchie. Et dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous transmettre une petite partie de tout ce que j'ai pu apprendre durant mon parcours. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Sumeria, un compte bancaire en ligne. Pour le contexte, Sumeria a été lancé en 2024 par les créateurs de Lydia que vous connaissez peut-être. Et si j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que Sumeria propose toute une gamme de services bancaires que je trouve particulièrement pertinents et intuitifs dans l'objectif d'optimiser sa gestion financière. Il propose notamment plusieurs cartes bancaires Visa, dont la basique qui est complètement gratuite, mais aussi un compte courant qui est lui aussi gratuit, mais surtout rémunéré à 4% sous condition, donc c'est quand même assez intéressant. Il y a plusieurs autres fonctionnalités que je trouve très utiles et notamment la possibilité de générer des cartes virtuelles pour payer en ligne avec plus de sécurité. Un autre gros avantage selon moi, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction quand on est à l'étranger et qu'on paye par carte et qu'il est possible de retirer de l'argent gratuitement au distributeur automatique dans la limite d'un certain plafond mensuel. Donc si vous avez l'habitude de voyager ou que vous souhaitez juste optimiser votre gestion financière de manière générale, je ne peux que vous recommander d'utiliser Sumeria. Et si vous passez par mon lien en description pour vous inscrire, sachez que vous pourrez obtenir un bonus de 20 €. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien, télécharger l'application, vous inscrire et faire tout le processus. Ensuite, il vous faudra effectuer un achat de 5 € minimum durant les 7 premiers jours. Et c'est tout, après ça, les 20 € seront crédités sur votre compte. Comme toujours, je rappelle que tout ce que je mentionne dans cette vidéo n'est pas du conseil en investissement, donc je vous invite à faire vos propres recherches avant de prendre une quelconque décision. Revenons maintenant au cœur de la vidéo. Si je suis totalement honnête avec vous, l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu de la finance, c'est de lire. J'ai vraiment beaucoup lu alors que de base je suis pas une très grande lectrice. J'ai pas fait de formation à 2000 € et j'ai d'ailleurs suivi aucune formation durant mon parcours. J'ai simplement investi dans des livres pour un budget max, je dirais de 100-150 €, sachant que j'ai pas acheté 20 livres d'un coup, ça s'est fait très progressivement. En fait, je me suis dit que la meilleure façon de se former quand on n'est pas du tout issu du milieu, et ce qui était mon cas, c'était de lire. Voilà donc un petit aperçu de mes lectures, sachant que je n'ai pas du tout avec moi ici et certains d'entre eux, je les ai uniquement achetés en PDF pour pouvoir les avoir sur ordinateur. Aujourd'hui, je vais donc essayer de vous faire gagner du temps entre guillemets parce que je vais essayer de vous résumer à ma manière certaines grandes idées qu'on peut trouver dans les principaux livres que j'ai lus. Attention, ça veut pas dire que je vous recommande pas de les lire vous aussi parce qu'en fonction de votre vécu, vous allez peut-être pas avoir les mêmes interprétations que moi. Sachant que là, c'est une vidéo où je vais essayer de me confronter un peu tout ce que j'ai appris au global, je vais essayer de faire une synthèse. Mais si ça vous intéresse, je pourrais aussi carrément vous faire une vidéo où je détaille livre par livre ce qui m'a vraiment marqué. Donc dites-moi en commentaire si c'est le genre de sujet qui pourrait vous intéresser. En attendant, je vais quand même mentionner des livres dans cette vidéo. Je vous mettrai comme d'habitude les sources en description ainsi que le nom des livres si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, toutes vos réflexions sont les bienvenues en commentaire. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de commenter à chaque fois. Sachez que ça me fait énormément plaisir. La première leçon qui m'a vraiment marquée, c'est de ne pas se laisser impressionner par la réussite des autres. C'est-à-dire impressionné par tous ceux qui, vous savez, ont réussi à créer des business à plusieurs milliards d'euros et qui exposent cette réussite publiquement en te disant que en réalité c'est pas si compliqué et qu'il suffit de prendre des douches froides, de se lever à 5 h du matin et d'aller faire un petit footing pour que ça fonctionne. Bon, je caricature un peu le trait, mais je pense que vous voyez très bien de quel genre de personnalité je parle. Tout ça c'est vraiment très bien et je dis pas qu'il ne faut pas du tout les écouter ni s'inspirer d'eux. La seule chose que j'ai compris, c'est que ça servait à rien que sans arrêt je me dévalorise à côté d'eux. J'ai notamment compris qu'un succès dépendait de plusieurs paramètres. Je pense que c'est un beau mélange d'opportunités, d'audace, mais aussi de chance, qu'on veuille l'admettre ou non. D'ailleurs, la plupart
plupart de ceux qui ont réussi le disent, mais il y a quand même une part de chance dans leur succès et on peut pas le nier. Je pense que quand on se fixe des objectifs, que ce soit en finance ou dans la vie de manière générale, on a besoin qu'ils soient ambitieux, ça c'est sûr, mais on a surtout besoin qu'ils soient atteignables. Et aussi bien entendu réalistes compte tenu de notre situation actuelle. Malheureusement, vous le savez, on ne démarre pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Ça veut pas du tout dire qu'on peut pas s'en sortir. Mais quand on se compare à ceux qui ont réussi à atteindre quelque chose que seule une infime partie de la population pourra réussir à atteindre, en réalité je pense qu'on se limite et surtout qu'on peut vite se décourager. S'inspirer, rester curieux, essayer de comprendre la réussite de quelqu'un, je pense que c'est vraiment très important de le faire. Mais développer une certaine obsession pour quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel, je trouve ça un peu malsain. Ça, je l'ai surtout compris grâce au livre The Psychology of Money, que je vous mettrai quelque part à l'écran. Pour être honnête, ce livre, je l'ai vraiment trouvé excellent pour se construire un état d'esprit qui soit beau et surtout qui ne repose pas sur de la comparaison. Donc quand j'ai compris ça, j'ai décidé qu'il valait mieux que je passe mon temps à essayer d'appliquer des principes qui soient valables pour le plus grand nombre, plutôt que de me lancer dans des prises de risques démesurées pour tenter de faire ce qu'une minorité de personnes a réussi à faire avec je sais pas quelle part de chance là-dedans. Ça veut pas dire, attention, que je vais pas essayer de sortir des sentiers battus et de me fixer des objectifs qui soient ambitieux pour essayer de me surpasser. Et d'ailleurs, ça me fait une super transition pour la deuxième leçon qui a vraiment marqué mon parcours et que je trouve fondamentale. Cette leçon, c'est que chaque réussite a un prix. On n'atteindra pas nos objectifs sans effort et je sais que ça, en général, on n'aime pas bien l'entendre et on est un peu dans le déni, mais n'empêche que c'est une réalité. Je vous donne un exemple, celui qui veut épargner environ 50% de son salaire chaque mois, il va devoir accepter de faire des efforts. Par exemple, en vivant dans un logement qui est plus petit, en consommant moins d'électricité, en consommant moins d'essence, en limitant ses sorties, etc. C'est peut-être un peu cliché, mais la phrase qui dit « on n'a rien sans rien », pour moi, elle prend de plus en plus de sens ces dernières années. Un jour, j'ai lu d'ailleurs quelque chose qui m'a pas mal marqué et je sais plus si je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'avais lu que dans une journée, on devait passer plus de temps à créer qu'à regarder les créations des autres. Je sais pas du tout qui est à l'origine de cette phrase d'ailleurs, mais ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, on passait plus de temps à faire l'inverse, et ça, c'est en partie à cause du temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Et quand je dis créer ici, en réalité c'est très large, on pense tout de suite à l'artiste qui crée, mais moi ce que je pense c'est qu'on a tous une part de créativité en nous, et ce dans tout ce qu'on entreprend. D'ailleurs à ce sujet je vous invite fortement à lire ce livre si jamais vous ne l'avez pas déjà lu. Je sais que je vous en parle assez souvent, mais vraiment c'est parce que pour moi il a lancé une vraie impulsion et une prise de conscience. Grâce à ce livre j'ai vraiment compris que pour réussir il fallait créer, mais aussi se surpasser, se donner à fond pour nos objectifs, et c'est en quelque sorte le prix à payer pour que ça fonctionne. C'est pas une punition, bien au contraire, je pense qu'il faut plutôt le voir comme le ticket d'entrée vers quelque chose de plus grand et de plus beau. Exactement comme quand on se paye des vacances, c'est un peu le prix qu'on a décidé de payer pour passer un bon moment. Mais maintenant, une fois que c'est fait et qu'on a décidé de dépenser 2000 € dans un voyage, on peut pas sans arrêt culpabiliser de les avoir dépensés, parce que sinon on finit par ne même plus profiter de ce voyage-là. Je pense qu'avec nos objectifs c'est un peu la même chose. Je me dis qu'il faut que je me donne les moyens de réussir sans me sentir mal, en essayant de visualiser tout ce que je vais pouvoir y gagner. Ça m'emmène directement à la troisième leçon dont je voulais vous parler. Quand je parle d'efforts à fournir, concrètement ce que ça signifie, c'est qu'il faut passer à l'action. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être un expert de la théorie du sujet avant de se lancer. Selon moi, il n'y a pas besoin de payer des formations et toujours plus de formations et de plus en plus cher pour être sûr qu'on maîtrise chaque grain de sel et chaque micro détail du sujet avant de sauter le pas. Quand je dis sauter le pas ici, du coup, ça fait référence à investir ses premiers euros tout simplement. Et si je vous dis ça, c'est parce que quand j'ai commencé, j'étais exactement ce genre de personne ultra perfectionniste qui voulait toujours en savoir plus. Je voulais absolument maîtriser tous les concepts de la finance et de la géopolitique avant ne serait-ce que d'ouvrir mon livret d'épargne populaire qui n'est même pas un investissement, donc c'est pour dire. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis un temps fou avant d'investir mes premiers euros. Cette leçon-là, je la tire du livre I'll Teach You to Be Rich, donc je crois que ce livre est aussi disponible en français pour ceux que ça intéresse. Je suis pas allée chercher bien loin dans ce livre parce que je crois que c'est l'une des toutes premières choses qu'on apprend, mais n'empêche que j'ai trouvé ça très pertinent. L'auteur nous dit que la plupart des gens tombent dans l'une de ces deux catégories en ce qui concerne l'argent. Soit ils l'ignorent complètement et culpabilisent à la fin du mois de ne pas avoir su gérer correctement leurs finances, soit au contraire ils deviennent comme moi de grands obsédés de chaque détail financier et se plaignent sans arrêt du manque d'informations à disposition ou des messages contradictoires qui sont véhiculés partout sur internet et finissent par conclure qu'ils sont trop ignorants pour agir de toute façon. La réalité, c'est ce que nous dit l'auteur et c'est aussi
aussi ce que je pense, c'est que tout ça, ce sont que des excuses qu'on se donne pour justifier notre inaction. On repousse systématiquement le moment où il faut se lancer, et ça c'est totalement humain parce qu'on est tous comme ça et sur plein de domaines de la vie, pas qu'en finance d'ailleurs. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est quand j'ai véritablement pris conscience de ça que les choses se sont mises à réellement changer pour moi. La quatrième leçon que j'ai apprise et que peut-être vous avez déjà en tête, mais c'est que le meilleur moment pour investir, c'est tout simplement le plus tôt possible. D'ailleurs, vous êtes nombreux à me poser cette question, que ce soit en DM sur Instagram ou en commentaire. J'ai une certaine somme de côté, est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse cet argent tout d'un coup maintenant ou que je l'étale sur plusieurs mois? Je vais vous dire ce que j'en pense maintenant, et personnellement, dès que j'ai de l'argent de côté et prêt à être investi, je l'investis. J'attends pas en essayant de me dire que ce serait mieux de l'investir progressivement. Je parle souvent sur ma chaîne de la stratégie DCA, donc c'est-à-dire l'investissement progressif régulier d'une certaine somme d'argent. Je pense très sincèrement que cette stratégie est très efficace, mais que quand on reçoit des entrées d'argent régulières. Très clairement, j'ai compris que attendre pour attendre, c'est typiquement ça qui allait faire baisser ma performance sur le long terme. Évidemment, dans l'hypothèse où les marchés continueront de monter comme ils le font déjà. Il y a d'ailleurs des comparaisons intéressantes qui ont été faites à ce sujet, mais la différence entre quelqu'un qui a commencé à investir à 25 ans et quelqu'un qui a commencé à 35 est juste énorme. Même si à première vue on se dit que 10 ans dans une vie ça change pas grand chose, ça représente quand même 10 ans d'intérêt composé en moins et donc 10 ans d'exposition au marché en moins. Donc vraiment pour moi cette leçon m'a évité beaucoup de casse-tête une fois que je l'ai vraiment comprise, c'est-à-dire que maintenant dès que j'ai de l'argent à investir, je l'investis et point barre. Alors investir oui, mais uniquement de l'argent dont on n'a pas besoin, et ça c'est ma cinquième leçon. Si je devais lui donner un titre, ce serait savoir rester raisonnable dans ses décisions d'investissement. C'est une leçon qui me vient cette fois-ci de ce livre-là qui est L'homme le plus riche de Babylone pour ceux que ça intéresse. C'est une belle leçon de sagesse finalement. J'ai compris qu'avant de se lancer dans un quelconque investissement, la base c'était d'avoir une épargne de précaution solide. Quand je dis solide, c'est-à-dire bien calculée par rapport à notre mode de vie et qui nous mettrait en sécurité en cas de problème. Investir en bourse c'est pas rien et je trouve qu'à force d'en parler, on minimise un petit peu les risques qui sont associés à l'investissement. Alors attention, j'ai pas du tout envie de vous faire peur ici, mais simplement de vous faire prendre conscience que l'argent qu'on investit n'est plus sous notre contrôle. Il y a un risque réel de perte en capital et ce même si les marchés présentent une tendance haussière, tout simplement parce que les performances passées ne présagent rien des performances futures. Je trouve que c'est une phrase qu'on entend très souvent, mais qui, à force d'être répétée, perd un peu de son sens. N'empêche qu'en réalité, penser que tout va toujours monter et rester au vert, c'est manquer cruellement d'imagination, parce que plein de crises peuvent survenir dont on n'a même pas idée, et ça c'est l'histoire qui nous le montre. Par exemple, en 2022, avec tout ce qui s'est passé, le S&P 500 a perdu 18% de sa valeur. Alors certes, quand on regarde sur le très long terme, c'est-à-dire 15 ans, 20 ans ou plus, on constate que ça monte quand même et que le marché se remet de ces crises ponctuelles. Mais si vous aviez par exemple investi en 2022 une somme d'argent dont vous aviez potentiellement besoin à la fin de l'année, que vous aviez paniqué et que vous aviez tout retiré à la fin de l'année, vous auriez effectivement perdu de l'argent. Parce que ça aussi c'est important de l'avoir en tête, mais une perte ne devient réelle qu'à partir du moment où vous retirez votre argent. Et je pense que ce qui est vraiment important quand on voit notre argent passer du vert au rouge comme ça brutalement, c'est de se rappeler pourquoi on investit et de se dire qu'on investit uniquement de l'argent dont on n'a pas besoin tout de suite. Tant que je ne retire pas, ce que je me dis maintenant, c'est que cette perte n'est que fictive et qu'elle pourra éventuellement se transformer en gain si tout va bien et si je laisse le temps faire les choses. Autre leçon que j'ai apprise quelques temps après avoir commencé mes investissements, c'est que c'est très bien de faire des erreurs et d'accepter qu'on continuera d'en faire. Dans la vie et pas qu'en investissement, faut comprendre qu'on peut échouer 90% du temps et réussir 10% du temps. Ce sont ces 10% là qui vont considérablement changer notre vie. Ce que j'ai appris en lisant The Millionaire Next Door, que je vous mettrai quelque part à l'écran, c'est que dans la vie, on parle surtout des réussites des gens, mais on oublie souvent tous les échecs par lesquels ils sont passés. Alors que quand il s'agit de nous-mêmes, c'est l'inverse, on a plutôt tendance à se rappeler de nos échecs plutôt que de nos réussites. Je trouve que c'est quand même assez fou cette différence de perspective. Là encore, c'est très cliché de dire ça, mais je pense que c'est vrai, chaque erreur est un apprentissage. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on veut vraiment éviter les erreurs et éviter le plus possible de regretter nos décisions financières, il valait mieux éviter les extrêmes. Ça pour le coup, c'est vraiment ce que je pense, je sais pas s'il y a un auteur qui l'a déjà évoqué, je suis convaincue que dans la vie, et peu importe le sujet, les extrêmes ne sont jamais bons. Dans notre parcours, on va changer d'avis, on va grandir, on va aimer puis ne plus aimer quelque chose. Par exemple, par curiosité, combien de personnes d'entre vous ont passé un diplôme
diplôme et on finit par travailler dans un domaine qui est complètement différent après. La statistique en France, je trouve qu'elle est assez impressionnante parce qu'on estime que c'est à peu près 40% des gens, donc ça prouve bien à quel point l'être humain est complexe et à quel point on peut très facilement changer d'avis. Donc le plus simple, je pense, c'est de prendre des décisions qui soient raisonnables en limitant au maximum les décisions extrêmes. Toujours de ce livre-là, on passe à la leçon suivante. J'ai compris que les plus riches n'étaient pas forcément ceux que l'on croit, c'est-à-dire ceux qui exposent ouvertement leur richesse. L'exemple le plus flagrant à ça, c'est sans doute les voitures de luxe. Il y a des personnes qui ont une réelle obsession pour les voitures de luxe, et attention, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Le seul souci, et c'est un peu comme avec les montres d'ailleurs, c'est qu'elles sont souvent associées à un signe de richesse pour ceux qui les possèdent. Mais la réalité, c'est que les autres seront souvent bien plus impressionnés par la montre ou par la voiture que par la personne elle-même. Parce que ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que l'admiration et le respect pour une personne ne se développent pas en fonction de ce qu'elle achète, mais plutôt en fonction de ce qu'elle fait et de ses valeurs. Comme par exemple son humilité, son empathie, etc. On est beaucoup, je trouve, à avoir ce besoin de reconnaissance sociale et de validation d'autrui, et c'est totalement normal. Mais ce que j'ai appris, c'est que je n'ai rien à prouver par mon argent à qui que ce soit. Donc si un jour j'ai envie de m'acheter un bel objet de type une belle montre, une belle voiture, etc., j'ai vraiment envie de le faire pour moi, et pour de bonnes raisons autres que d'essayer de prouver mon rang social à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, en réalité, beaucoup de personnes riches vivent plutôt dans l'ombre, de manière très simple et peu ostentatoire, et c'est quelque chose que j'admire beaucoup, cette espèce de capacité à se fondre dans la masse comme ça, savoir quelque part rester humble quand on profite de notre argent. Et ça, c'est aussi parce que devenir riche, c'est bien, mais savoir le rester, c'est encore mieux. Et attention, je dis pas du tout ici qu'il faut arrêter de dépenser complètement son argent et ne plus profiter de la vie, parce que c'est pas du tout ce que je pense, mais je pense qu'on peut dépenser son argent de plein de manières différentes et qu'on peut aussi le dépenser discrètement. Encore une fois, ça reste mon avis et je peux totalement comprendre que vous ayez une vision différente de la mienne. N'hésitez pas à argumenter en commentaire. La 8e et avant-dernière leçon dont je voulais vous parler est peut-être une leçon qui va vous surprendre, mais c'est que pour moi, l'optimisme est le meilleur pari que l'on puisse faire sur nos investissements. Pour être honnête, quand je suis sortie de mes études, j'avais tendance à être un peu plus renfermée sur moi-même et assez pessimiste dans mes réflexions. J'étais en colère contre la vie, contre l'humanité, contre tous les massacres qui se passaient dans le monde. Je suis toujours aujourd'hui très attristée par tout ce qui se passe parce que malheureusement la situation ne s'améliore pas dans tous les cas. Il y a des choses tragiques qui se passent à l'autre bout du monde, comme des fois même à 100 mètres de chez nous, sauf qu'à un moment donné, j'ai compris que toute cette haine que je ressentais en moi ne rendrait pas le monde meilleur. Ça ne ferait pas de moi une meilleure personne d'être constamment en colère par rapport à des choses que je ne peux pas changer. Le problème de cette colère et de cette haine qu'on rumine sans arrêt, c'est qu'on finit par rentrer dans une espèce de spirale qui nous fait presque oublier toutes les belles choses de la vie. Parce que malgré tout ce qu'on peut en dire, je pense que l'humanité a quand même fait de très belles choses, qu'il s'agisse d'inventions, de progrès technologiques ou médicaux, mais aussi de savoirs transmis de manière générale, toutes les œuvres d'art et toute l'entraide qu'on a su créer à certains moments, etc., etc. Si vous êtes comme moi, bien sûr que ce ne sera jamais assez et que ce ne sera jamais à la hauteur de vos attentes. Mais quand on prend du recul sur tout ça, on réalise que la plupart du temps, les progrès sont lents et invisibles et que les problèmes sont rapides et très bruyants. Les médias sont notamment très forts pour véhiculer une espèce de négativité ambiante qui vient plomber le moral de tout le monde. C'est notamment ça qui fait que pour la plupart d'entre nous, on a peur de l'avenir et dans une certaine mesure qu'on a aussi peur du succès de nos investissements. Alors qu'au quotidien, je pense qu'il y a quand même plein de belles choses qui nous entourent et que l'humanité tend quand même malgré tout à s'améliorer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. À un moment donné, moi j'ai décidé d'arrêter avec tout ça et de tout simplement parier sur la vie et de me dire que dans tous les cas, l'humanité trouvera une solution. C'est cet état d'esprit-là qui a complètement changé ma vision des choses par rapport à l'argent. Je me dis que non, tout ne risque pas de s'écrouler demain, ou en tout cas c'est peu probable, et même si ça arrive, on trouvera des solutions. Peut-être que pour certains, ça peut paraître complètement surréaliste de penser comme ça, mais moi je suis bien plus heureuse avec cet état d'esprit. Attention, ça veut pas non plus dire que je suis rentrée dans une forme de déni par rapport à toute la négativité qui se passe. Je pense simplement que de manière générale, j'ai choisi d'être positive, j'ai choisi d'être optimiste et de communiquer ça à mon entourage. Ça veut pas non plus dire qu'il faut complètement oublier tout ce qui se passe. Comme toujours, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne, mais je tiens vraiment à nuancer mes propos parce que je pense que rien n'est tout noir ou tout blanc dans la vie. J'ai du mal à avoir une opinion qui soit tranchée sur des sujets aussi complexes et problématique. Il me semble que tout à l'heure j'avais dit que c'était l'avant-dernière leçon, mais en réalité non, puisqu'il me reste encore 2 à vous présenter. On passe maintenant à la 9e leçon, qui est de me dire que mon temps vaut plus que de l'argent. Et pour être 100% honnête avec vous, j'ai encore beaucoup de mal à m'appliquer cette leçon-là à moi-même. Accepter de déléguer certaines tâches dans mon travail, c'est extrêmement difficile pour moi. Le truc, c'est que quand j'y réfléchis, je suis complètement d'accord avec cette phrase, mon temps est plus précieux que de l'argent.
Je m'en rends compte parce que je me rends compte au quotidien qu'il n'y a rien de plus précieux pour moi que de passer du temps avec mes proches par exemple. Un truc qui est notamment en train de m'aider dans ce truc-là, c'est d'essayer d'estimer la valeur monétaire de mon temps. Et pour ceux que ça intéresse, je vous recommande notamment ce livre de Fabien Olicard. Je sais qu'il y a un petit exercice dedans, je sais plus exactement la page, qui permet d'estimer le coût d'une heure de notre temps. En fait c'est tout bête, mais c'est notamment cet exercice qui m'a fait réaliser que je devais quitter mon CDI. Ça c'était clairement la plus grosse décision de ma vie et possiblement la plus difficile que j'ai eu à prendre, mais en même temps c'est aussi ça qui fait que je m'estime aussi heureuse aujourd'hui. En fait ce que je me suis dit, et peut-être que pour certains ça peut paraître égoïste, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, je me suis dit que je n'étais pas assez payée pour donner autant d'énergie et autant de mon temps à une entreprise. Ce que je me suis dit c'est que j'aimerais tout autant donner ce même temps et cette même énergie à ma propre entreprise plutôt qu'à celle de quelqu'un d'autre. Et maintenant le défi pour moi c'est vraiment d'appliquer concrètement ce principe-là et d'essayer de déléguer certaines tâches pour me libérer de mon temps. Parce que finalement, c'est ça la véritable richesse à mes yeux, c'est vraiment le temps, c'est pas la gloire ni l'argent. Et la transition est parfaite pour aborder la dernière leçon de cette vidéo. Là encore, ça peut être sujet à controverse, mais c'est une leçon qui est importante pour moi, donc j'avais envie de vous la partager. Pour moi, l'investissement prend tout son sens quand on accepte de mutualiser ses ressources avec d'autres personnes, comme par exemple un partenaire de vie, mais ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être plusieurs personnes du moment qu'il s'agit de personnes en qui on a vraiment confiance et avec qui on a envie de se voir évoluer. Je souhaite pas du tout ici faire l'apogée du couple parce que évidemment chacun ses choix et je sais aussi que c'est pas toujours facile de rencontrer sa moitié, mais n'empêche qu'une fois qu'on l'a trouvé, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez puissant et extraordinaire. Pour moi ça a pris beaucoup de sens quand j'ai commencé à parler d'investissement avec mon mari et qu'on a commencé à investir ensemble, parce que ça va au-delà de ça, mais c'est que dans notre mode de vie aujourd'hui on se lance des projets communs, on se soutient littéralement dans toutes nos décisions et chaque fois que l'un d'entre nous va réaliser un succès, c'est un succès qui va aussi bénéficier à l'autre. Mais mutualiser les ressources, je pense que ça va bien au-delà du couple. C'est aussi, je pense, avec son entourage proche parce que, à un moment donné, par exemple, j'ai choisi de parler d'investissement avec ma famille et en fait, on en est venu tous ensemble à la conclusion qu'on aimerait bien investir à plusieurs dans l'immobilier sous forme d'un projet familial, par exemple. Pour certains, je sais que ça peut paraître pas une bonne idée ou alors source de conflit d'investir avec ses proches. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Si on investit avec des gens de confiance, je pense qu'au contraire, ça peut renforcer les liens. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose de magnifique de trouver les personnes avec qui faire ça. Alors attention non plus à ne pas être trop naïf par rapport à ça, parce que je sais que tout le monde n'est pas bienveillant. Protégez-vous avant toute chose, on est bien d'accord là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et j'aime essayer de chercher toutes les belles choses que la vie a à m'apporter. Donc je vous le souhaite, si c'est votre souhait, de rencontrer toutes ces personnes qui pourront vous accompagner dans vos projets, et notamment dans vos projets d'investissement qui, on le sait, sont souvent source de conflits et de tabous. N'empêche que s'entourer des bonnes personnes, pour moi, ça fait une énorme différence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. Pensez à vous abonner si vous aimez mon contenu. Ici, on parle de finances, d'investissement, de gestion de budget, mais aussi d'entrepreneuriat. J'essaye comme toujours d'être 100% transparente avec vous et d'être le plus possible sans tabou. Tous les livres dont j'ai parlé dans cette vidéo sont en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous renvoie vers celle-ci, dans laquelle je raconte une histoire fictive, celle d'un investisseur qui essaye d'atteindre la liberté financière, et dedans, tout au long de son parcours, j'essaye d'évoquer toutes les leçons qu'il apprend. En attendant, merci d'avoir été là, merci pour tous vos commentaires et votre soutien, et moi je vous dis à très bientôt.